Euh, Moi, je le trouve très beau, très sensible. Des acteurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Impeccable, d'impeccable même, on pourrait dire. Donc, je vais en accueillir Jean-Paul Salomé. On va en parler tout de suite avec lui. Alors, tout d'abord, Jean-Paul, une petite coutume d'Orléans. Ah, magnifique. Je crois que je reconnais la Ah, coutume. vous reconnaissez. Donc, on reste dans les classiques. Notre C'est super bien, partenaire, voilà. oui, oui, Je montre. ça va faire très plaisir à ma femme. Elle m'a dit, je me souviens d'Orléans, tu étais revenu avec un truc incroyable. Alors, pour la photo, Ouais, très beau. toujours aussi Merci, joli. pâté de chocolat, et chocolat. Papillon, Sébastien Papillon. Papillon et pâté, ça fait beaucoup. Magnifique. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir et c'est un plaisir de vous faire des petits cadeaux. Je pose ça là, je ne l'oublierai pas. Alors, si vous avez une petite question. Alors moi, il y avait une question que j'ai posée à Jean-Paul tout à l'heure. J'ai fait les images d'archives qui sont incroyables à la fin. Elles viennent de la famille, elles viennent d'où? Et m'a-t-il répondu? Elles ont été faites par la police, en fait. Ils l'ont filmé après l'arrestation, parce que à la base, ils ne croyaient pas qu'il avait pu faire ça tout seul. Et donc, lui s'est engagé à refaire le processus de la fabrication du papier jusqu'à l'impression des billets. Et ils l'ont filmé. Mais ils l'ont filmé en le sortant de prison toutes les semaines. Hein. Tous les lundis, je crois, nous a expliqué sa fille, il leur sortait de prison, il allait tourner dans la cave de sa maison. Et à la fin de ça, ils ont coulé la fameuse dalle de béton. Voilà, ce qui est complètement dingue, ce truc. De couler cette. Alors, le film, c'était déjà de faire des images d'archives, mais de couler après une dalle de béton pour effacer la vie de cet homme, l'image est quand même très violente, quoi, je trouve. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont donné envie de raconter ce film, de raconter cette histoire. Alors, comment c'est arrivé cette connaissance? C'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des histoires que vous cherchez, que vous trouvez, et puis il y a des fois des histoires qui vous trouvent. Cette fois, c'est plutôt l'histoire qui m'a trouvé, parce qu'en fait, c'est un producteur qui m'a parlé de Bojarski. Il en avait entendu parler, et il m'a dit, écoute, tout connaissant, je pense que ça peut te plaire, une histoire sur ce personnage. Et il avait réussi à accumuler, le producteur, toute une documentation, il avait regroupé toute une documentation. Et il m'a donné toute cette documentation que j'ai lue et tout de suite je me suis dit, waouh, il y a un personnage assez dingue, une histoire que je ne connaissais pas. Enfin, je fais toujours un petit test, je ne sais pas si parmi vous, certains avaient entendu parler de Bojarski. En général, c'est entre 0 et 3. Ceux qui connaissaient, levez la main. Mais attendez, vous êtes en train de Vous faites péter les scores, là. péter le score à Orléans. J'en vois 6 là. Il y en a qui ont peut-être. Il y a eu une affaire sensible aujourd'hui, non? Ah oui, c'est peut-être des. Attends, je crois que monsieur a une question. Enfin, en tout cas, voilà. Donc j'ai eu la documentation et à partir de là, j'ai décidé d'en faire un film. Ouais. Ah, c'est pas une question, mais c'est pas grave. On a découvert ça cet été, au sud de Saint-Malo, sur les bords de la Rance. Oui. Il y a un petit village, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il y a un petit musée. Et dans ce musée, il y a des vêtements de Bretons, des meubles de Bretons. Oui. Il y a des billets de banque, une collection de billets de banque extraordinaire. Et il y avait des Bojarski. Des Bojarski. Des Bojarski, qui D'accord. était donc la personne qui tenait ce musée, nous expliquait un petit peu l'histoire. Voilà. D'accord. Ah non, je ne savais pas. Surtout que le rapport entre Bojarski et la Bretagne n'est pas forcément. Je ne coupe pas de source, mais. Pardon? Ah oui, c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé, ça c'est sûr. Oui. Oui, bonsoir et bravo. Qu'est-ce qui a dicté votre choix d'acteur? Vous savez, quand vous avez tourné 2 films avec Isabelle Huppert, coup sur coup, vous vous dites, il va falloir trouver quelqu'un qui soit à la hauteur, quoi. Et vous n'avez pas envie de vous emmerder avec des tocards.
Et vous dites, faut vraiment prendre les meilleurs. Et il se trouve que, donc je n'avais pas encore écrit le scénario, je pensais à cette histoire, et d'ailleurs, en fait, j'allais tourner le film La Syndicaliste avec Isabelle Huppert, et avant de tourner, je suis allé la voir au théâtre. Elle jouait à l'Odéon, La Ménagerie de Verre, et en sortant de la salle, il y avait aussi Reda Kateb qui était là, et on se connaissait un tout petit peu, mais pas vraiment, et on est allé voir Isabelle pour la féliciter, et on est allé voir un café, un truc après le spectacle. Et pendant tout ce pot qu'on a pris ensemble, j'ai regardé Reda. Isabelle me l'a signifié d'ailleurs, en disant, je peux me regarder un peu. J'ai dit, non, on va tourner tout le temps là. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais c'est Reda Kateb qui peut faire Bojarski. Et donc, je l'ai appelé 2 jours plus tard, je suis allé prendre un café avec lui. On prend des cafés dans le cinéma. Et je lui ai dit, voilà, je vais tourner un film, mais après, j'ai un autre projet que je veux écrire, l'histoire de Bojarski, qu'il ne connaissait pas, donc je vais raconter en quelques minutes, voilà, à un moment, j'ai pris pour lui raconter l'histoire, le personnage, enfin l'histoire, la vraie histoire, enfin ce que je savais, et en lui disant, voilà, j'ai envie d'écrire ce scénario, et j'aimerais que tu sois Bojarski, est-ce que ça t'intéresse que j'écrive pour toi? Et il m'a dit oui. Donc à partir de là, après, une fois que j'ai fini La Syndicaliste, je vais commencer à écrire pour lui. Et puis les autres, c'est venu plus classiquement après, une fois que le film était vraiment engagé, qu'on savait qu'on allait vraiment tourner le film, où j'ai fait le casting autour de lui. Comme un casting la plus normal, c'était me dire voilà, quel était le couple que j'avais envie de créer entre Reda et sa femme, qu'est-ce que moi en tant que spectateur j'avais envie de voir. Je savais que Reda avait tourné comme metteur en scène. Il a réalisé un film l'année dernière sur un film dans lequel jouait Sarah Géraudot. Donc ils se connaissaient, mais ils n'avaient jamais joué ensemble. Et ils avaient très envie de jouer ensemble. Donc quand je lui ai dit je pense à Sarah, il m'a dit génial, il était très content. Bastien Bouillon, il est venu aussi, je ne sais plus comment ça s'est passé. En fait, c'est la personne à qui je travaille sur le casting, Juliette Denis, qui m'a parlé de lui. On s'est rencontrés et voilà, il a lu le scénario, il a beaucoup aimé, il a eu envie de le faire. Et Pierre Lotin, c'est arrivé à la fin, parce que je dis non, attendez, bon alors, Reda Kateb, comme vous savez, il n'est pas polonais, donc je me suis dit, mais Pierre Lotin, comment il va aussi... Il m'a dit non, non, il veut te voir parce que sa mère est russe. Bon, d'accord. Donc je suis allé le voir, et il m'a dit, mais je peux très bien parler polonais. Bon, je lui ai dit, attends, on va faire un petit essai quand même pour être sûr de tout ça. Et de fait, la coach polonaise qui l'a vu m'a dit non, non, mais d'abord il parle russe, donc il peut prendre un accent polonais sans de grandes difficultés, et il peut parler polonais. Donc à partir de là, je me suis dit ok. Et c'est même lui qui a insisté après pour garder l'accent polonais pendant tout le film. Ce que je ne souhaitais pas au début, mais après il m'a convaincu. Et finalement, c'est une très bonne idée. Donc voilà comment le casting s'est fait, mais c'était surtout la pièce maîtresse, ça a été Reda. Hein. C'était pas pour diminuer les autres, qui aujourd'hui, je trouve, enfin moi, ils ont fait un boulot énorme dans le film, et je les trouve, enfin moi, je les aime tous beaucoup, et je trouve qu'ils apportent beaucoup au film. Mais Reda était vraiment la pièce maîtresse. C'était quand même ce rôle, c'était Bojarski, et c'est vrai que c'était une volonté de ma part qui paraissait, qui, comme ça, dans la théorie, pouvait paraître un peu étrange. D'ailleurs, on me l'a fait comprendre en production, les financiers, tout ça. Et puis finalement, une fois que tout le monde a vu le film, au bout de 30 secondes, ils me disent bon, voilà, c'est Bojarski. Et puis on ne pense pas qu'il n'est pas, polonais. Voilà. Donc, et c'est approprié le rôle totalement. Reda, ça a été pour lui un rôle très important auquel il tenait, auquel on a tenu tous les deux parce que le film a eu du mal à trouver les financements, etc. Et plusieurs fois, ça a été reporté. À un moment, on ne savait même plus si on arrivait à le faire. Et puis finalement, ça s'est déclenché. Et là, a toujours été présent, il était là. Et il y tenait vraiment beaucoup, beaucoup. Enfin, comme moi, quoi. On était vraiment deux à se battre pour que ce film existe, quoi. J'arrive.
Bonsoir, bravo pour ce beau film. Merci. Moi j'ai juste une petite question technique. Toutes les machines, comment vous avez fait? Vous avez fait écumer les musées, vous avez recréé des... On a tout recréé. Tout recréé? Ouais, sauf vraiment la presse qu'on a trouvée au musée du Faussaire à Lyon. Mais ouais, il y a un musée du Faussaire à Lyon. D'ailleurs, qui a, à l'arrivée, a récupéré toutes les machines qu'on a recréées. Et en fait, toutes les machines ont dû être refaites, vu qu'elles ont été coulées dans le béton et qu'elles sont enfouies à Montgeron. On a retrouvé les plans, les photos, les films, et à partir de là, toute l'équipe d'éco a refait ces machines, ce qui a été un très très gros travail. Après, Reda a appris à faire marcher ces machines. Il a travaillé avec un imprimeur, un graveur, enfin voilà, pour apprendre les gestes, parce que c'est des gestes très précis qui peuvent être dangereux. Et puis il fallait qu'il y ait une facilité du geste, et la beauté du geste, parce que moi je voulais absolument filmer ce faussaire au travail comme un peintre. Pour moi c'était la même chose, c'était un artiste et on devait le voir travailler, de voir vraiment passer des heures, ce qu'il a fait, passer des jours, des mois sur ses gravures, sur ses billets. Et ça, pour moi, c'était une partie du projet importante. Et là aussi, j'ai dû lutter parce que les financiers disaient mais ça va être trop long, c'est pas un documentaire, ça va être chiant une fois. Je disais non, faut le voir travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est parmi les plus belles scènes du film. Donc voilà, il a fallu recréer tout ça et ses inventions aussi, parce que les inventions n'existaient plus. Parce que vous aviez les plans, vous parliez de plans. Oui. Ça, les policiers... Toutes les inventions que vous voyez, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est pas une invention du tout, c'est pas une invention des inventions. C'est toutes les inventions. On avait les brevets avec la description, certaines photos, et on a recréé la machine à café, les rollers, le fauteuil, c'est une réplique parfaite de ce qu'il avait fait. Voilà, et ce qui est incroyable, qu'il a inventé tout ça quand même. S'il avait enregistré ses brevets correctement, il n'aurait pas eu besoin de faire de faux billets, mais enfin il n'y aurait pas de film. Mais ses héritiers seraient multimilliardaires. Hein. Parce qu'en fait, c'était vraiment un inventeur né, mais c'était pas un commercial, comme on dit. Il ne savait pas se vendre. Et ses brevets, il les enregistrait ou mal, ou il ne les renouvelait pas. Et du coup, on lui appliquait toutes ces inventions les unes après les autres. Bravo pour le film. À propos de la famille, est-ce qu'il a fallu l'accord de la famille? Comment ça s'est passé? Comment c'était perçu par la famille? Alors, ça s'est passé à la base, quand on a commencé à travailler sur le projet, on a su que les seuls qui étaient vivants, c'était sa fille et son fils. On voit donc enfants et adolescents dans le film. Et on a su assez vite que le fils était farouchement... Enfin, ne voulait plus entendre parler de cette histoire, avait été très... Bon, c'est un traumatisme, hein, ce que je veux bien comprendre, mais que pour lui c'était fini, il ne voulait plus en entendre parler, et qui pouvait éventuellement être hostile. Alors, du coup, on n'a pas forcément cherché à rencontrer, parce que c'est toujours compliqué d'aller dire aux gens, voilà, on va faire un film, légalement d'abord, parce que c'est quand même une histoire, certes, si elle n'est pas connue, mais il y a des articles de journaux, enfin, elle est dans le domaine public, comme on dit. Simplement, d'une manière légale, on a changé le prénom des enfants, vu qu'ils sont encore vivants, si jamais ils étaient contre. Et, hasard, la fille Bojarski, donc qui aujourd'hui est une dame de 77 ans, a appelé la production au moment où on finissait de tourner le film, et elle est venue nous voir à Lyon quand on finissait le tournage. Et elle a été très sympa, elle a vu Reda, elle a vu Sarah, et elle était très émue de voir qu'un film se tournait sur son père. Et puis on lui a montré le film, quand le film a été terminé, au mois de septembre, on lui a montré le film, et là ça a été très fort parce que elle était extrêmement bouleversée. Elle a compris tout de suite que c'était pas un documentaire, mais que c'était une fiction. Et néanmoins, beaucoup de choses lui ont paru très justes et elle les a revécues ou découvertes. Par exemple, elle m'a quand même dit qu'elle n'avait jamais vu son père travailler finalement. Le jour de l'arrestation, qui s'est passé exactement comme dans le film, il s'est fait arrêter, ils étaient tous là, et à partir de là, ils n'ont plus le droit d'entrer dans la maison. Donc elle n'est jamais allée dans le sous-sol, elle n'a jamais vu l'atelier. Il a quand même vécu des années dans le sous-sol ou des années dans la cabane au fond du jardin. Elle n'a jamais l'a jamais vu travailler, forcément. Donc, pour elle, c'était une espèce d'apaisement de voir d'abord le génie de son père montré et mis en valeur.
d'expliquer la vie de son père. Et aussi, ce qui était encore plus touchant, elle m'a dit, parce que quand même on a vécu dans un secret familial immense pendant toute notre jeunesse, et à partir du moment où il était en prison, il était en prison. Et ça a été un vrai traumatisme parce qu'ils ont découvert ce jour-là que leur père était un fou monnayeur. Et surtout, elle m'a dit que toute son adolescence, elle n'a pas osé lui poser des questions et que la scène dans le film qu'on a inventée quand elle est ado et qu'elle lui dit justement mais qu'est-ce que tu fais, on ne sait jamais, tu viens de Pologne, on ne sait même pas pourquoi, et puis qu'est-ce que tu fais comme travail, on n'a jamais le droit d'inviter des copains, pourquoi, enfin elle lui dit mais tu peux pas savoir, je rêvais de lui poser toutes ces questions, j'ai jamais osé lui poser. Et elle dit de me voir, moi enfant, dans le film, lui poser le bien que ça me fait et que ça me soulage complètement. En fait, c'est des cicatrices, qui ont l'air un peu de cicatriser justement. Et encore plus avec les enfants, les petits-enfants, qui eux ne savaient quasiment rien. Et donc étaient aussi un peu sur le qui-vive, comme ça, et qui ont vu le film en projection, mais dans une salle publique avec des spectateurs, et qui ont été très touchés, et qui trouvent que ça met en valeur leur grand-père, quoi. Et le fameux frère, qui doit avoir 75 ans et qui n'a jamais voulu plus en entendre parler, visiblement a demandé à voir le film. Voilà, c'est que ses enfants l'ont vu, et lui ont dit, non mais attends, vas-y, tu vas voir, et tout, ça, bon. Donc il y a une espèce de thérapie familiale collective qui se fait parce qu'ils étaient tous, le frère et la sœur étaient assez en bisbille, enfin c'était assez compliqué. Et j'ai cru comprendre que grâce au film, ils se reparlaient, ils avaient envie de... Voilà. Parce que la branche de la fille, il ne s'appelle pas Bojarski, elle s'est mariée, elle a changé de nom, mais la branche du fils s'appelle Bojarski. Donc c'est vrai qu'ils nous disent, oui, mais nous, le 14 janvier, partout, il y a Bojarski, c'est quand même leur nom de famille, quoi. Voilà. Mais ils sont plutôt totalement bienveillants avec le film et plutôt reconnaissants même au film d'exister maintenant. Voilà. Et ça a été un peu sinueux. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Je voulais savoir, effectivement, il y a un casting qui est assez conséquent. Qu'est-ce que ça fait de diriger des acteurs comme ça? C'est vrai que vous avez dit qu'il y avait un travail de précision aussi, de chorégraphie. Qu'est-ce que ça fait de diriger des acteurs prestigieux? Oui. Bah, oui, mais j'en ai dirigé une certaine quantité d'acteurs prestigieux. Alors, Donc, moi, ça fait... Non, mais ça me paraît un peu peut-être prétentieux, mais ça me fait pas peur, quoi. Après Huppert, plus rien ne me fait peur. Non, mais d'abord parce que ça s'est extrêmement bien passé avec Isabelle, et que ça a été un plaisir, et que justement, les petites choses qui pouvaient encore m'inquiéter par rapport aux comédiens par moment, même si j'en ai fait tourner des prestigieux quand même, entre Marceau, Annie Girardot dans mes premiers films, Christine Scott-Thomas, Romain Duris, ça fait tourner pas mal. Mais Huppert, ça m'a vraiment déclenché un truc que j'ai trouvé, dans lequel je me suis senti à l'aise dans ce type de collaboration. Et là, je sais pas, est-ce que maintenant qu'ils savent que j'ai tourné avec Huppert, ils osent plus m'emmerder? Mais ça se passe super bien. Non, c'est très agréable. Non, mais c'est un rapport de confiance. C'est un rapport de confiance parce que ils vous font confiance. Et aussi, je pense, parce que je suis un metteur en scène, je sais ce que je veux, et en même temps, je laisse le comédien relativement libre. C'est-à-dire que je suis toujours à l'affût qu'il me propose des choses. Après, il me propose des choses des fois pas bonnes, et je leur dis gentiment, voilà, mais je leur dis non, là, ça va pas. Et des fois, ils apportent des choses très bonnes auxquelles moi, j'ai pas pensé, et je trouve que c'est collectif. Donc, je pense que du coup, ça crée... Parce que, ils savent ce que je veux et que si ça ne me plaît pas, ils savent que je leur dirai, donc ils osent proposer, et en même temps c'est très fluide. Et puis il y a aussi le fait que c'est justement Huppert qui m'avait dit ça et qui m'avait dit, et je l'avais pris vraiment comme un compliment, elle m'avait dit, à la fin de La Daronne, le premier film qu'on a fait ensemble, elle m'a dit, écoute, je me suis amusé, c'était génial. Parce que on a l'impression de tourner comme si c'était ton premier film. Tu es très enthousiaste et tu gardes toujours une... Je pense que tout à l'heure, je parlais de quand j'étais enfant. Et c'est vrai que quand j'ai décidé que je voulais faire du cinéma à 10 ans,
J'ai eu la chance d'avoir une petite caméra Super 8 et assez vite j'ai tourné des films avec mes potes et des copains. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je fais la même chose, mais je sais pas, j'ai toujours cette énergie et cette plaisir de découvrir et de tourner. En fait, j'aime le tournage. Il y a des metteurs en scène qui n'aiment pas tourner. Il y a des metteurs en scène très doués qui font des très très bons films, mais le tournage est quelque chose de douloureux parce qu'il y a une équipe, il y a des comédiens, c'est compliqué, etc. Moi j'aime ça. J'aime le travail d'équipe, j'aime être avec des comédiens. Et puis si des fois c'est difficile, là tout n'a pas été toujours facile. Hein. Il y a les scènes qui m'angoissaient le plus, c'était les scènes de couple, entre deux. Parce que je trouvais que c'était les scènes les plus dures. Et puis peut-être aussi que c'était ce qui me faisait moi le plus peur à réaliser. Parce que les scènes avec des cascades, il y a des cascades, enfin c'est de la préparation et tout, mais après c'est comme une armée, quoi. Tout le monde sait ce qu'on fait et ça avance, ça avance, ça avance. Là, des scènes de couple, quand ils sont tous les deux, qui s'engueulent, qu'elle lui tape dessus, qui la jette sur le lit, et tout ça, là on n'est que tous les trois, quoi, quasiment. Il y a eux deux, bon, il y a la caméra, mais il y a moi, et puis surtout, il faut que ça marche, ça. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de truc, il faut que ce qu'on raconte soit juste, il faut que leur jeu soit juste, il faut qu'ils y croient. Et Reda, dans cette scène, avait un peu peur de cette scène. Il avait vraiment, je le sentais un peu tendu. Et elle, Sarah qui a été géniale, elle me disait non mais pourquoi il est tendu comme ça? Et en fait, elle devait le taper et lui avait peur qu'elle le tape. Et il me dit non mais elle me tape, elle va me faire mal. Je dis commence à me dire non mais alors à ce moment-là, il faut régler avec un cascadeur. Puis non, t'inquiète. Bon. Et Sarah lui disait non mais je te préviens, je vais y aller quand même, je vais taper un peu quoi, mais on va y aller. Bon. Et puis ça tournait et je me disais, et moi dans ma tête, je me disais, oh, mais la scène, on est en train de rater la scène, ça va mal se faire, ils sont, voilà. Et à un moment donné, j'en ai eu marre et voilà, et j'ai dit à Reda clairement, écoute, voilà, je veux ça, je veux faire ça comme ça, j'ai mes raisons propres, il faut le faire. Et le fait d'avoir été ferme, bah, il l'a fait tout de suite. Voilà, on a fait 2 prises et c'était bon. C'est toujours ça le rapport aux comédiens, c'est que par moment, ça résiste, il faut trouver les arguments, il faut être un peu clair et un peu ferme et y aller, quoi. Vous savez, j'ai une grande leçon quand je tournais un de mes films qui s'appelait Belphégor, avec Michel Serrault, qui était quand même un très grand comédien. Et moi, à l'époque, j'étais finalement assez jeune et j'avais pas fait tant de films que ça. Premier jour que je tourne avec Michel Serrault, au Louvre, la nuit, je me souviens, premier plan dans lequel il joue, on commence, tac, allez, clap, bing, il commence, et là, mais il fait n'importe quoi. Il surjouait comme il peut faire des fois dans des trucs où il part en vrille, il en fait des tonnes. Et là, je me dis, waouh, va falloir que j'aille voir Michel Serrault et je lui dise, t'es nul. J'ai dit, je vais me faire. Bon, je prends mon courage à 2 mains, j'y vais, je vais le voir et je lui dis, Michel, j'ai une question. Vous allez jouer tout le film comme ça? Et il me dit, pourquoi? Bah, je lui dis, je veux pas vous vexer, mais là, je pense que vous avez franchi la ligne jaune, quoi. C'est pas possible. Et il me dit, je voulais voir. Et il m'a dit, maintenant je sais que tu sais ce que tu veux, donc je ferai exactement ce que tu veux. J'ai plus rien à eu à faire et je lui ai toujours dit ce que je voulais. Et il m'a dit, si tu m'avais pas dit ce que tu voulais, là, tu aurais passé un sale quart d'heure. Voilà, ça c'était des monstres sacrés, hein, que je m'en dis. Bonsoir. Bonsoir. Très beau film, très beau casting aussi. Merci. Moi, je suis très étonnée quand j'ai cherché à savoir de quoi traitait ce film, l'affaire Rojarski. Comme beaucoup de personnes ici, je n'en avais jamais entendu parler. Et je suis très étonnée qu'on ne parle pas plus, finalement, pas seulement le faussaire, mais l'inventeur. Hein. Parce que c'était quand même quelqu'un, c'était un génie. Si je comprends bien, le stylo à billes. Enfin, en tout cas, il a inventé un modèle de stylo à billes. Il y en a eu d'autres, mais il a été un des premiers. Oui, tout à fait. Oui, un des premiers, mais sauf que lui, il n'a rien reçu. Ah ben non, mais la machine Nespresso non plus. Hein. la mini dosette. Oui, ça c'est pareil. Georges Clooney à côté. Il n'a rien inventé du tout, lui. Ben non, personne n'a rien inventé. Mais hein.
Mais Mais- je suis étonnée quand même que beaucoup de personnes comme ça, beaucoup de génies, passent à la trappe dans l'histoire. C'est vraiment dommage, quoi. Ben, surtout, et moi aussi, ce qui m'a étonné, c'est que à l'époque de l'affaire, comme c'est dit dans le film, les journaux ont fait la une avec Bojarski. Hein. Il était dans Paris Match lors de son arrestation. Et c'est vrai que des années plus tard, finalement, tout ça aussi a été effacé. Et symboliquement, je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est une idée, c'est une image absolument horrible et très forte. Cette histoire de dalles de béton coulées Ah sur oui, ces machines pour ça, c'est- les ensevelir, ça veut raconter quelque chose quand même. Je pense pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était polonais? Est-ce que parce qu'il avait défié la Banque de France? Parce qu'il y a un truc que peut-être on ne mesure pas aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, s'attaquer à la monnaie d'un pays, c'était quand même s'attaquer aux fondamentaux de l'État. C'était vraiment s'attaquer aux bases d'un État. Et De Gaulle, ça l'a pas du tout fait marrer. Hein. Et en plus, un Polonais. Et en plus un Polonais. Parce que, comme c'est dit dans le film, en réalité, la Banque de France, après son arrestation, voulait l'engager. Hein. Et le commissaire avait tout arrangé pour que la Banque de France l'engage. Et c'est vraiment De Gaulle qui a mis son veto au dernier moment. Donc, je pense que tout ça, c'était une vraie volonté politique, sans être parano et tout ça, mais De la fierté aussi. il y a eu, oui, qu'il y a eu quelque chose qui s'est ligué contre cet homme, qui a quand même fait 13 ans de prison. Certes, c'était un hors-la-loi, mais c'était pas un voyou, c'était pas un gangster, etc. Et qu'il en est sorti complètement brisé, quoi. Et que sa fin de vie a été assez compliquée, parce qu'il est sorti de prison, il devait avoir 65, 66 ans, il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans, 91 ans, je crois. Et les dernières années n'ont pas été... Voilà, quoi. Ouais, on va pas dire qu'on peut lui attribuer une médaille, mais Bah, on peut l'attribuer un film posthume. Voilà. oui. Non, mais je trouve c'est que là où c'est- ses enfants et ses petits-enfants Ouais, sont c'est très contents bien, ça. en même temps. Ouais, moi je sais pas, je serais sa fille, je serais fière qu'on fasse un film comme ça. Ah bah elle est très fière. Non, non, mais Enfin voilà, moi je trouve que ça remet un peu les pendules bien à sûr. l'heure parce que bah, c'était pas un assassin, un criminel qui a tué des personnes. Non, 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 tout à fait. C'était quand même un génie à la base qui, à une époque, étant étranger, il ne maîtrisait pas tous les codes, il leur a été aidé, comme on peut l'être aujourd'hui, ses brevets, enfin voilà quoi. Alors, Là, ce je qui- posais la question, est-ce que, entre sa fille et son fils, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du génie comme lui? Alors, non. Non. Non, mais il le reconnaît, je ne le dis pas. En tout cas, sa fille a travaillé dans des entreprises comme un peu pour faciliter le dialogue. Je ne sais plus quel, c'est médiateur, enfin c'est un métier comme ça. Et son fils est quand même ingénieur. Il est quand même ingénieur et il est parti en Chine travailler pour développer les remontées mécaniques dans les stations de ski chinoises. Voilà. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que Bojarski a été l'ennemi public de la Banque de France. Aujourd'hui, c'est le dieu vivant de la Banque de France. C'est-à-dire que quand vous parlez aux gens de la Banque de France, pour eux, Bojarski est le plus grand faussaire ayant existé, faux monnayeur, au-delà de la France, et que surtout les billets qu'il a fait aujourd'hui sont magnifiques et sont nettement plus beaux que les vrais billets de la Banque de France. Et moi, ils m'ont fait visiter un coffre-fort, enfin une chambre forte, spécialement dédiée à Bojarski, dans les sous-sols de la Banque de France à Paris. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a les brevets, il y a les photos, il y a les vraies plaques gravées qu'il a gravées lui-même pour faire ses faux billets. Et surtout, il y a des tonnes de vrais Bojarski. Il y a des tonnes, il y a des liasses entières de billets de Bojarski. Et chaque liasse qui n'est pas très épaisse, c'est 1 million d'euros. Parce qu'un Bojarski, c'est 8 000 euros aujourd'hui. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent acheter des Bojarski, c'est le moment, parce que peut-être que le 14 janvier, il va y avoir une flambée sur Bojarski. Donc, laissez tomber les bitcoins, investissez à mort sur le Bojarski. Vous pourriez avoir un taux de rentabilité très très intéressant. Mais il y en a très peu, hein. Ça se trouve quasiment plus. C'est vraiment la Banque de France qui a le plus gros stock de billets. Ah, c'est là, on est au restaurant, on mange bien et tout d'un coup on demande combien ça coûte. J'ai pas envie de répondre. C'est la moitié d'un film avec Christian Clavier qui se passe dans une maison de campagne à Paris ou en région parisienne. Non, on n'a pas eu tant d'argent que ça.
D'ailleurs, ça a été un des gros problèmes du film. Le film au début était trop cher, et à l'arrivée, on a dû le faire pour beaucoup moins d'argent. Et vraiment, c'est de l'argent, et c'est un peu plus cher qu'un film lambda, mais c'est vraiment très 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 raisonnable. Et on a dû être astucieux partout. Par exemple, là aujourd'hui, tout le monde nous dit « Ah, mais c'est génial, les scènes avec le petit môme, le train électrique, c'est très amusant. » On a fait ça parce qu'on ne pouvait pas se payer des gares et des vrais trains, et qu'il fallait faire comprendre tout ça. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été refaites en numérique. J'espère que ça ne se voit pas. Et beaucoup, d'ailleurs, les gares, vous voyez, le train, tout ça c'est faux. Tout ça, ça a été fait en numérique, en post-production. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher. Mais ça a été un gros travail pour arriver à ça. C'était un gros travail, et heureusement que j'ai une équipe solide qui a vraiment bossé beaucoup pour que le film existe. Oui. Bonsoir, félicitations pour le film. Moi, je voulais savoir si tout était vrai dans l'histoire, si le couple était resté ensemble Oui. malgré l'incarcération, Oui. si les enfants avaient rendu visite à leur papa ou pas. Les enfants, la fille a rendu visite à son père, le fils a refusé. D'accord. Et puis je me disais, bon, je rebondissais un peu sur ce que la dame disait avant, sur les inventions. Le fait, à l'époque est réelle, les dates qu'on a sont Oui, réelles. oui. Donc s'il n'y avait pas aussi l'histoire de racisme, du fait que c'était un Polonais. Ah oui, ben, il y a eu ça, bien sûr. Pour les Oui, inventions, tout à fait. Oui, non, mais il y a eu. Alors pour dire, moi je dirais qu'en gros 80% du film est très très proche de la réalité. Tout ce qui en tout cas qui concerne la fabrication du billet, son côté inventeur, ses inventions, la manière dont il est arrivé à faire ses billets, toute l'histoire du début de lui faussaire, faisant des faux papiers, etc. Tout ça c'est vrai, c'est très proche de la réalité. Il y a un élément, une chose dont on n'avait absolument aucune documentation, c'est sa vie de famille. On savait qu'il était avec sa femme et qu'il est resté avec sa femme et qu'elle l'a attendu. Voilà. Et on savait qu'elle ne l'avait pas su au début, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a appris qu'il était faussaire, qu'elle a découvert comment ça s'est passé que ça. Donc tout ça, on l'a inventé. Néanmoins, quand la fille l'a lu, elle m'a dit moi j'ai l'impression de revivre ma vie. Donc elle ne sait plus non plus quand sa mère l'a découvert et tout ça. Donc ça, on a essayé d'être le plus humainement réaliste et le plus sensible par rapport à cette histoire, parce que c'était quand même, dans la réalité, une grande histoire d'amour entre elle et lui, et entre lui et elle. Donc, et même si, comme dit sa fille en s'amusant, elle me dit, je ne pense pas qu'elle ait trompé mon père avec un moniteur d'auto-école, mais je pense qu'elle aurait mieux fait de le faire, et que par moment, elle lui disait qu'elle n'en pouvait plus, et non, et même c'était plus dur, elle lui avait dit par moment, il y a des jours, j'aurais préféré mourir, voilà, que de vivre tout ça. Donc, voilà. Et ensuite, de fait, il y a eu un vrai flic qui, pendant 15 ans, l'a poursuivi. Ça, c'est tout à fait vrai. Il ne s'appelait pas Benamou, il ne s'appelait pas Mattei comme dans le film, il s'appelait Benamou. Il y avait très peu de choses sur lui. On a juste eu accès à une interview de la femme du commissaire, une grande bourgeoise du 16e arrondissement, qui a fait cette interview alors qu'elle avait 90 ans, son mari était déjà mort depuis longtemps. Et vraiment, toute cette interview nous a donné énormément de matière sur l'histoire de ce commissaire. Et surtout, elle nous a dit plusieurs choses. Enfin, elle nous a dit, c'est pas moi qu'elle a dit aux intervieweurs, qu'elle a raconté un peu que pendant 15 ans, elle a vécu avec ce flic, mais qui ne parlait que de ce faux monnayeur tout le temps. C'était vraiment une obsession, que c'était l'histoire de sa vie en tant que flic, de traquer cet homme, qu'une fois qu'il l'a attrapé, sa vie de policier est devenue insipide, parce que ça l'intéressait plus et que c'était des petits délinquants ou des petits faussaires, c'était vraiment, et qui regrettait presque de l'avoir arrêté, ou en tout cas elle se demandait par moments s'il ne retardait pas le moment de l'arrêter pour que ça dure plus longtemps. Et elle nous a dit une chose qui nous inspirait une scène en disant, surtout il regrette de ne pas l'avoir rencontré plus. Il l'a rencontré évidemment au moment de l'arrestation, il est allé le voir en prison, mais il aurait aimé avoir eu du temps avec lui à un moment donné. D'où cette scène qu'on a inventée dans le bar, parce qu'il n'a pas existé, mais on s'est dit, d'abord moi en tant que spectateur, j'avais envie qu'elle existe, et je me disais, je ne vais pas faire un film de 2 heures qui ne se voit pas et qui ne se voit pas une fois avant quand même. Voilà. Et du coup, on a créé cette scène, et une des scènes que les 2 comédiens ont le plus de plaisir à jouer ensemble, Reda et Bastien. D'ailleurs, ils n'avaient pas beaucoup de scènes ensemble. C'est une scène qu'on a tournée vers la fin, et c'était vraiment comme 2 gamins, quoi. Tous les jours, ils me disaient, c'est bien demain qu'on tourne la scène du bar entre tous deux. Parce que c'était la scène la plus longue du film,
qui avait le plus de dialogue, alors qu'il y a des moments où il y a très peu de dialogue dans le film. Et là, ils avaient 5 ou 6 pages de dialogue. Et je peux vous dire que ce jour-là, comme la direction d'acteur, ils savaient leur texte, mais impeccablement, au rasoir, comme on dit. Et que là, c'était 2 Stradivarius. Il suffisait juste de leur demander si ils disaient une note ou pas, et c'était de la dentelle. Donc c'était absolument génial à tourner. Et après, ça a été génial à monter aussi, parce que c'est un gros travail de montage sur cette scène, mais c'était que du plaisir. Voilà. En tout cas, l'idée était géniale et on s'y croyait même. Hein. On dit, il va reconnaître sa voix à un moment, puis non, finalement. Ben, je ne sais pas s'il avait très envie de la reconnaître, en fait. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Finalement, voilà. Et comme d'ailleurs à la fin, cette chose, je pense, qui passe aussi, c'est que Bojarski n'a été arrêté que parce qu'il voulait se faire arrêter. C'est-à-dire qu'à partir du moment, toute l'histoire avec son pote, avec l'autre que je joue la fin, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment Dove à la fin, quand Bojarski a accepté de le réengager et de l'aider à écouler les billets, qu'il l'a fait, Bojarski, en sachant très bien que son copain finirait par faire une crasse ou par le trahir. En tout cas, ce serait pas le trahir dans le sens de trahir, mais il finirait par faire une boulette, comme on dit, et voilà, il savait que le type n'était pas fiable. Donc, le fait d'accepter qu'il travaille pour lui, c'était finalement comme s'il allait lui-même se dénoncer. En tout cas, félicitations, très beau film, on a passé un bon moment. Merci. Bah oui, il y a le code halluciné, parce que moi je suis un artiste, mais j'aime vendre, contrairement à Bojarski. Et vous voyez le code là. Ah, voilà. Oui. Oui, je voulais savoir l'attaque du fourgon au début du film, est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est pas vrai. On savait qu'il a travaillé pour le gang des tractions avant. Alors les historiens après, voilà, il a certainement travaillé pour le gang des tractions avant et fait des faux billets pour eux. Mais après, on ne sait pas. Voilà. Moi, ce que je voulais montrer, c'est que d'abord, c'est pas un voyou. Il faisait partie de ce truc, mais il n'avait pas d'armes, il tuait personne, il blessait personne. Et au contraire, il s'en démarquait et il voulait en partir. Et après, il laissait tomber ce gang pour aller travailler dans son jardin, dans sa cabane, pour faire des billets tout seul. C'était ça que je voulais montrer aussi. Et puis être quand même dans le code du polar. Ouais. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voulais vous remercier parce que c'était vraiment un moment de plaisir. C'est un moment de plaisir de vous écouter, mais aussi d'avoir partagé ce film avec toutes les personnes qui ont participé. Vous avez utilisé le terme fluide, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'était très naturel et ouais, les 2 heures ont passé très très vite et c'était un vrai plaisir, donc merci. Merci. Je pense que l'objectif, en tout cas me concernant, est atteint. Bon, ça me fait plaisir. Et ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que l'autre jour, on a montré le film à des amis cinéastes, parmi lesquels il y avait Claude Lelouch, justement, et qui m'a dit une chose qui m'a beaucoup touché à la fin. Il m'a dit, écoute, ce qui est formidable avec son film, c'est qu'on croit à tout. Il m'a dit, on croit à l'époque, on croit aux comédiens, on croit à l'histoire, et il me dit, et Dieu sait, nous cinéastes, on sait comme c'est dur de réussir à faire croire à plein de choses à la fois dans un film. Voilà, bah, si on a réussi ça, c'était un gros travail, mais ouais, je pense qu'on a réussi ça. Ouais. Vous parliez tout à l'heure du Cercle Rouge de Melville, on pense aussi à beaucoup d'autres films comme Touchez pas au Grisby, comme Bien sûr, ouais. Réalisation La Chenouf. Est-ce que au final le film noir des années 50-60 a inspiré l'affaire Bojarski? Ah ben totalement, parce qu'en fait j'avais fait une liste de tous ces films que tous les comédiens et tous les techniciens ont revus. Il y avait Radiation à la Chenouf, Touchez pas au Grisby, Le Cercle Rouge, Le Deuxième Souffle, du Rififi pour les hommes, L'Affaire Saint-Fiacre. Enfin, il y avait toute une liste des grands classiques du polar des années 50-60, Le Samouraï, etc. Et j'avais demandé vraiment à tous les techniciens et les comédiens de revoir ces films. C'était pas pour faire, mais d'abord parce que ces films-là étaient des témoignages sur l'époque. Par exemple, je sais que Bastien Bouillon, je lui ai dit regarde ces films et regarde surtout Paul Meurice, un comédien assez fameux de l'époque. Eh bien, ça l'a vachement aidé, c'est-à-dire que dans la manière de parler, et même tenir leur clope, parce qu'aujourd'hui, la moitié des gens fument, enfin, beaucoup ne fument plus. D'ailleurs, je leur ai fait un sale coup, parce qu'il y en a plein qui ont arrêté de fumer il y a 10 ans, et là, vous avez vu comme ça fume. Ça fume. Donc, je pense que depuis les films de Claude Sautet, on n'a pas autant fumé dans un film français. Je rentrais chez moi le soir, ma femme me dit qu'est-ce que tu pues la clope, c'est horrible.
ça fumait du matin au soir, tout le monde, les figurants, tout le monde. Parce que dans tous ces films-là, ils fumaient comme des pompiers. Et donc, ça c'est un détail, mais sur des choses comme ça, évidemment, vestimentairement, mais la démarche, comment on se tenait, enfin tout ça, le phrasé, c'était très différent à l'époque. Et c'était pas pour faire un pastiche au contraire, mais quand même, on voulait quand même essayer de retrouver ça. Et je pense que ça a vraiment infusé dans le film, de partout, entre les comédiens, entre les techniciens, tout le monde avait compris dans quelle direction on allait. Ouais. Non, le film n'est pas du tout comme un studio. On a recréé, on a eu la chance de trouver en région parisienne une usine désaffectée dans laquelle on a pu faire plusieurs décors, refaire l'appartement, la boîte de nuit, des choses comme ça. Non, on a tourné. D'ailleurs, c'était un des gros problèmes du film et des enjeux, c'était le nombre de décors, parce qu'il y a énormément de décors, et ce qui nous obligeait à cavaler d'un décor à l'autre, ce qui est en infrastructure était compliqué pour le tournage. Non, on a tourné à Paris, en région parisienne, à Lyon et à Vichy. Lyon et Vichy. Voilà. Et Vichy aussi, on a tourné beaucoup à Vichy. Bravo, merci. Ah, il y avait encore... pardon, oui. Je voulais juste savoir qui met un veto à mettre un coup de marteau-piqueur dans la dalle. Bonne question. Mais le problème, c'est qu'on récupère rien. Hein. On va casser les machines en dessous. Moi, on est allé voir la maison parce qu'à un moment donné, j'avais l'idée d'y tourner et en fait, c'était très décevant. D'abord parce que la maison n'était pas si grande, en plus, elle a été modifiée à l'intérieur. Je crois que c'est une association qui a repris la maison, qui n'a rien à voir avec Bojarski. Et le sous-sol c'est toujours une dalle de béton. Après, casser cette dalle de béton pour trouver des bouts de béton et des bouts de ferraille. Voilà, les machines qu'on a recréées, on les a offertes au musée du Faussaire à Lyon, et au moins elles existent. Enfin, et qui les a fabriquées, ces machines? J'en suis très fier parce que c'est mon fils qui les a fabriquées. Pas tout seul, mais mon fils travaille dans la déco. La décoration, c'était une grosse équipe à l'intérieur du film, mais eux, ils étaient 3 et ils ont fait ça pendant des mois. Et vraiment, ils ont retrouvé l'esprit de Bojarski, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher des pompes à vélo, des vieux moteurs, des courroies, vraiment comme faisait Bojarski, quoi, les piquer partout, des trucs, sauf qu'ils avaient le bon coin et que lui à l'époque il ne l'avait pas. Et après, ils ont recréé tout ça le plus proche possible, mais c'était un boulot de dingue parce que ces trucs avec les pivots c'était un bazar. Évidemment, ça ne marchait pas, on ne faisait pas des phobies avec, hein. Mais visuellement, ça fonctionnait, mais elle ne marchait pas comme celle de Bojarski qui marchait parfaitement. Mais en tout cas, c'était très beau. Moi, ce truc de machine et de lieu au travail, c'était quelque chose à laquelle vraiment je tenais. Et Reda aussi. Je voulais qu'il ait le temps qu'on le voit travailler sur ces machines, qu'on voit la concentration que c'était, l'effort que c'était, et surtout l'ingéniosité qu'il a eue pour créer tout ça, quoi. Oui, parce que c'était plus un artiste qu'un artisan. Exactement, tout à fait. Ouais. Bravo, c'est magnifique. Merci. Eh bien, on va remercier Jean-Paul, Salomé, d'avoir présenté son film. On en profite pour une petite photo.